dans les pays sérieux, ce sont les meilleurs qui dirigent. Il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Ce sont les meilleurs qui dirigent en France, ce sont les meilleurs qui dirigent au Maroc. Et ça devrait être les meilleurs qui dirigent en Guinée. Mon frère, la science est vraie. Le hasard ne développe pas un pays. Il faut qu'on sorte du hasard. Le président de la République, on devrait étudier pour être président. Ce n'est pas le hasard qui devrait nous faire de nous un président. Toi qui as été au Maroc, en France, est-ce que tu as été victime à un moment donné, dans l'un de ces pays-là, d'un comportement ou d'un traitement que tu peux qualifier toi de discriminatoire? Que va advenir de la Guinée lorsque nos minéraux là seront épuisés? Parce que tout l'écosystème économique guinéen repose finalement sur l'exploitation des bauxites. On a 25 milliards de tonnes, mais on est en train d'enlever chaque jour quelques kilos. Pendant combien d'années encore on va continuer à compter en milliards de tonnes la réserve de bauxite de la Guinée? Et donc finalement, quel serait le conseil approprié pour toi que toi tu donnerais par exemple à un jeune Guinéen qui vient d'atterrir en France? Avec aujourd'hui ton diplôme et même au sortir d'école, tu aurais pu partir aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. Pourquoi la France finalement? Tu choisis de rester en France. Pourquoi? Est-ce que après tout ce parcours-là, on peut quand même reconnaître quelque part que tout a commencé en Guinée? L'État guinéen quand même t'a accordé la bourse pour que tu fasses le premier pas vers le Maroc et ensuite tu t'es débrouillé toi-même pour venir en France et tout ce qui s'ensuit. Mais quelque part, est-ce que tu te sens redevable envers l'État guinéen? Oui, en fait, tout bon citoyen est redevable à son pays, globalement, parce que l'État, ok, c'est réducteur, mais à son pays. Je suis effectivement reconnaissant de tout ça. Ça aurait pu ne pas être moi, et reconnaissant du fait que ce soit moi. Mais je pense aussi qu'il est du devoir de chaque État d'assurer à tout citoyen une éducation de qualité. Donc c'est un peu dans l'ordre normal des choses, je pense. Donc quelque part, tu estimes que tu as le devoir de faire pour ton pays ce que tu peux, mais ce n'est pas une obligation parce que tu as été boursier. Ce n'est pas forcément corrélé au fait que toi tu es boursier. N'importe quel citoyen finalement a le devoir de faire les mêmes efforts que toi. Absolument, absolument. On doit tous à notre pays. En fait, devoir à son pays, c'est devoir à son père, à sa mère, à sa famille. Parce que le pays, c'est tout ça là, en fait, en quelque sorte. Quand on dit la Guinée, c'est pas que l'État. En fait, on est lié à la Guinée parce que on vient de là. C'est là que notre en fait nombril a été enterré, dit-on. Donc, on doit à ce pays d'une manière ou d'une autre. Et l'État aussi, l'État c'est nous. Donc, l'État c'est qui? C'est qui a donné la bourse à nous? C'est qui nous a donné la bourse? En fait, c'est l'État, mais c'est nous aussi, parce que ce sont nos parents qui contribuent au travers des impôts, etc. Et cet État n'était pas obligé qu'on soit des boursiers. Du moment où, par exemple, on met des infrastructures de qualité en place, on pouvait rester là. Donc, si à défaut, il n'y a pas d'infrastructure, on pense que ok, la qualité c'est ailleurs et qu'on nous amène là, c'est là que je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Mais oui, je dois d'une manière ou d'une autre à mon pays. Tu as été au Maroc et forcément donc tu as été confronté aux difficultés que rencontrent souvent les étudiants guinéens, particulièrement les boursiers. Selon toi, que pourrait faire l'État pour mieux accompagner les étudiants et notamment les boursiers qu'ils envoient aujourd'hui au Maroc? Très bonne question. Ce que je proposerais d'abord, c'est un accompagnement réel. En fait, ce qui se passe, c'est que assez souvent, les boursiers, ce sont des jeunes qui viennent de contrées reculées, qui viennent de Kissidougou, qui viennent de Kouroussa, qui viennent de Kindia, etc. Et assez souvent, qui viennent de familles pas si riches. Donc, c'est l'État, en quelque sorte, qui prend la responsabilité d'envoyer ses enfants à l'étranger. Donc, c'est ce même État, donc l'État guinéen, devrait garder cela à l'œil.
cette responsabilité-là. Donc être présent. Du moment où tu as fait quitter un enfant auprès de sa famille, il est de ton devoir d'être présent dans sa vie, d'être son père, d'être sa mère. Donc un accompagnement réel. Parce que ce que moi j'ai pu constater, le rapport entre le boursier guinéen et l'État, c'est quand l'argent est disponible. Tu vas passer 5 ans, 10 ans au Maroc, tu n'as pas un seul référent, tu n'as personne qui essaye de savoir, ok Keita, dans tes cours ça se passe comment, est-ce que ça avance bien, il n'y a pas d'évaluation de mi-parcours pour te dire quelles sont tes difficultés, en quoi on peut aider. Moi je pense que un pays sérieux, c'est des choses qu'il faudra mettre en place. Donc un accompagnement beaucoup plus réel, pas que lié à l'argent, mais psychologique, du mentorat. On peut par exemple penser à mettre un référent attitré à la disposition de chaque boursier, à qui il peut poser des questions, demander des conseils, se référer quand c'est nécessaire. Mais aussi je pense qu'il faut améliorer l'aspect financier, parce que beaucoup de boursiers guinéens se retrouvent dans la précarité au Maroc. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas suffisamment responsable à ce niveau. Non seulement le montant est précaire, il n'est pas régulier. Souvent, le boursier peut attendre une année durant sans percevoir quoi que ce soit, alors que l'étudiant au Maroc, en plus du logement, de la nourriture, il doit se documenter pour se préparer à ses examens et tout le reste. Mais au-delà, l'étudiant, le bon étudiant, c'est qui? C'est celui qui est en mesure de se réserver des activités parfois récréatives pour lâcher prise, parce que à force d'être trop dans les études, on se perd parfois et on n'est pas si performant. Donc tous ces éléments sont vraiment à prendre en compte par l'État pour que être boursier ne soit pas qu'un titre, mais qu'il y ait vraiment un traitement qui va avec. Est-ce que tu penses que quelque part aussi, cela encourage les boursiers à partir loin et à s'éloigner de l'État? Parce que finalement, il n'y a pas de lien, il n'y a pas un réseau qui est mis en place par l'État pour faciliter même d'abord aux étudiants leur séjour, mais ensuite, après, quelque part, pour qu'ils puissent revenir. Est-ce que tu crois que quelque part, c'est la déception qui fait que finalement, les étudiants ou les boursiers, une fois au Maroc, le lien est brisé? C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas suffisamment en confiance avec l'État pour dire, voilà, mon pays a besoin de moi, je vais revenir. Est-ce que tu penses que quelque part, ça joue? Keita, tu as parlé de confiance et je suis totalement d'accord avec vous. Quand on est boursier et qu'on se retrouve dans son pays hôte, on perd confiance en l'État parce qu'on se sent abandonné. Ce rapport, je le compare au rapport d'un père à un fils ou inversement. En fait, un père présent dans la vie de son fils, qui l'épaule comme il peut, qui lui donne des conseils, qui l'accompagne véritablement, ce fils-là n'oubliera jamais son père. Mais un père absent, à un moment donné, le fils se passera de toi. Et c'est ce qui se passe en Guinée. Les talents, on en a. Dès lors qu'ils partent à l'étranger, ils sont abandonnés dans le vrai sens du terme. Et finalement, ils se disent, bon, je pense que mon pays n'est pas très sérieux. Donc, dès lors que j'ai une opportunité, quelque part, je m'en tiens et puis la vie continue. On espère en tout cas qu'il y aura du changement. Toi qui as fait le parcours dans les 3 pays fréquentés généralement par les Guinéens et notamment les étudiants guinéens, à savoir la Guinée, le Maroc et la France, qu'est-ce que tu as remarqué ou tu as relevé comme défaillance dans le système éducatif guinéen comparé par exemple au Maroc ou encore à la France? Très bonne question. Premièrement, je dirais que en fait, l'éducation, le système éducatif guinéen est sous-financé. En fait, ce sous-financement se voit premièrement dans la précarité du traitement salarial des enseignants. En fait, l'enseignant guinéen est très mal payé. Et lorsqu'un enseignant est très mal payé, ce qui se passe, c'est que facilement, il est corruptible. Lorsqu'on prend un pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, où l'enseignant débutant peut prétendre à 300 000 francs CFA, ce qui fait 4 500 000 à peu près en Guinée, donc 460 à peu près 460 €, alors que le même enseignant en Guinée, à peine il a 2 millions, 1 million, 1 500 000, 1 800 000, 2 millions.
Cet enseignant qui n'a que ça et qui a de la famille en charge, qui a des charges à lui, comment il peut faire pour être suffisamment déterminé? Parce que l'enseignant, ce qu'on ne comprend pas, l'enseignant, c'est pas que le temps qu'il passe avec les élèves ou les étudiants. D'accord? L'enseignant, c'est même hors du cadre de l'enseignement. Il doit se documenter, il doit se cultiver, il doit être enseigné, il doit se former avant même d'aller à la rencontre des étudiants. Mais lorsque l'enseignant n'est pas bien traité, n'a pas un bon salaire, le temps qu'il devrait consacrer à la recherche, à sa culture, pour aller mettre les élèves bien, il consacrera ce temps à autre chose, à peut-être chercher un autre travail dans une école privée quelque part. Et donc, la qualité de l'enseignement va prendre de l'impact. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est ce que j'ai constaté comme différence entre les systèmes éducatifs marocains et français, par exemple, c'est la vétusté des infrastructures. En fait, en Guinée, on n'a pas d'infrastructure. Je ne sais même pas comment les ingénieurs y font en Guinée. Au Maroc, en France, quand tu sors ingénieur, tu es presque opérationnel. Parce qu'au cours de ta formation, tu as presque tout vu. Tu as fait des stages pratiques. Tout était à la portée. Le jeune chimiste guinéen, n'est-ce pas, ingénieur chimiste guinéen qui finit ses études, moi je peux dire qu'il n'est pas en mesure de t'identifier un composé chimique. Te dire que ça c'est phosphate, ça c'est de l'oxygène, ça c'est ceci. Il a la connaissance théorique, mais pour pratiquer, c'est très très compliqué. Je rajouterai aussi l'adaptation en fait des programmes aux besoins du pays. Ce que j'ai remarqué, en fait, la Guinée, franchement, on est trop en avance. Trop en avance. De sorte que c'est en Guinée où on s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe en Chine que ce qui se passe en Guinée. Donc le géographe guinéen, il est spécialiste de tout sauf de la géographie guinéenne. Et ça, c'est pas bien. Il faut que le système éducatif guinéen, le programme, soit le reflet de la Guinée. On étudie en Guinée, on étudie la Guinée. Au Maroc, tu fais de la géographie, mais tu vas être balèze sur la géographie marocaine. Histoire, pareil. Donc, on doit vraiment chercher à adapter, à sortir de ce pédantisme-là qui fait qu'on s'intéresse à d'autres sujets qui n'ont pas d'utilité en tant que tels pour les jeunes Guinéens. Et enfin, ça c'est très important, Keita, c'est célébrer l'excellence. La plupart du temps, ce qui se passe en Guinée, Dieu sait qu'il y a des Guinéens, de jeunes Guinéens qui se donnent à fond pour avoir des diplômes, pour avoir une formation de qualité. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès lors que tu finis tes études, tu vois ce gamin, ton copain du quartier, qui n'a absolument pas fait d'effort pour étudier, qui n'a fait aucun sérieux dans sa vie, il se retrouve à te diriger. Et tu te poses la question, ok, moi mes études ont servi à quoi? Et des choses comme ça dans une société ont des impacts, qu'on le veuille ou non, sur la conscience collective. On se dit, bon, ok, finalement, il paraît que ça sert à rien d'étudier. Alors qu'il sert à quelque chose d'étudier. Mais c'est juste qu'on est dans un environnement où, apparemment, étudier ne sert pas à grand chose. Donc, tous ces paramètres sont à prendre en compte pour faire de notre système un système de qualité. Parce qu'en France, l'ingénieur qui fait bien ses études, il finit, il est vraiment... Il est garanti de trouver quelque chose qui, quand même, récompense ses efforts scolaires. Absolument. Dans les pays sérieux, ce sont les meilleurs qui dirigent. Il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Ce sont les meilleurs qui dirigent en France, ce sont les meilleurs qui dirigent au Maroc, et ça devrait être les meilleurs qui dirigent en Guinée. Est-ce que donc, tu penses qu'il y a une corrélation entre cette mentalité qui est souvent symbolisée par la fameuse phrase « le premier de la classe n'est pas le premier de la vie », qui est assez répandue chez nous, et les gens y croient en plus? Est-ce que c'est parce que, finalement, la façon dont on traite l'excellence est médiocre, mais ce n'est pas l'excellence qui est médiocre finalement? Parce que les gens, les excellents de chez nous qui arrivent quand même à sortir du pays, arrivent à s'en sortir brillamment dans d'autres pays, notamment au Maroc et en France, et finissent quand même par être dans la classe moyenne. Donc, est-ce que tu penses que
Le premier de la classe peut être le premier de la vie finalement si il est reconnu à sa juste valeur. Le premier de la classe devrait être le premier de la vie. Tout simplement. En fait, ça, c'est un élément de langage qui fait tellement de mal à nos jeunes, à nos sociétés. En fait, étudier, ce n'est pas... En fait, les gens ont tendance à penser qu'étudier, c'est forcément apprendre la science ou être ingénieur. Étudier, c'est apprendre d'abord à vivre, à résoudre des problèmes. Et normalement, les meilleurs de la société sont ceux-là qui ont cette aisance de résoudre des problèmes. Normalement, c'est eux qui portent la société. Donc, si c'est eux, ceux qui sont capables, ceux qui ont un certain esprit critique, c'est eux qui font évoluer la société. Et pour avoir un certain esprit critique, il faut étudier. Donc, dans le meilleur des mondes, ceux qui étudient devraient être les meilleurs de la vie. Parce que ce sont eux qui raisonnent mieux. Ce sont eux. Voilà. Après, on me dira, certains ont étudié, mais ils sont bêtes. Franchement, il ne faut pas prendre une exception pour l'extrapoler sur la règle. Ça, c'est une exception. Mais en temps normal, quelqu'un qui a bien étudié, et on dit même souvent que l'intellectuel, c'est pas que celui qui est allé à l'école, mais c'est faux. L'intellectuel, c'est celui qui a étudié. Après, l'intellectualité va aussi avec l'engagement, les sujets qu'on porte pour sa société, les sujets qu'on défend, etc. Mais il ne faut pas tout mélanger, parce qu'à vouloir tout mélanger, on mélange dans la tête des gens et ça va dans tous les sens. La plupart des gens chez nous sont convaincus que quelque part, il faut la chance. Alors que dans les pays développés, par exemple, on voit que la base du développement, c'est les ressources humaines. C'est des scientifiques de qualité qui ont été formés dans les écoles qui ont été construites par l'État parce que justement l'État avait identifié ces besoins-là et l'État savait qu'il fallait mettre la main à la poche pour construire des infrastructures de qualité, pour former des ingénieurs capables d'avoir l'ouverture d'esprit nécessaire, la technique et la connaissance théorique nécessaire pour mettre en place ces infrastructures. J'ai regardé par exemple le documentaire sur le projet Manhattan. Combien l'État américain avait investi des millions et des milliards de dollars. Tout ça pour mettre en place finalement la bombe qui a détruit 2 villes. Quelque part, c'est un signal. C'est que quand on veut un produit de qualité, il faut investir. Et donc, dans nos pays, je te rejoins là-dessus, si l'État a la bonne volonté, parce que je sais qu'ils savent ce qu'il faut, mais ils n'ont pas la volonté. Parce que la Guinée, par exemple, l'or, le diamant, ça ne finit pas. On a tellement de minerais et on gagne tellement d'argent que si c'était bien dépensé, avec une bonne stratégie d'investissement, je pense que la Guinée aujourd'hui n'aurait pas eu besoin d'importer toujours les experts pour venir même sonder. Tu te souviens par exemple de l'histoire de Simandou? Ce sont des experts internationaux qui sont venus avec leur entreprise. Ils ont dit, bon, ici il n'y a pas suffisamment de teneur en fer et donc on va vous vendre, on va vous exploiter ça à ce prix-là. Et puis la Guinée s'est contentée de ça. Donc, quelque part, si l'État guinéen était sérieux et qu'on investissait chez nous, on n'aurait pas eu besoin d'appeler quelqu'un d'autre pour venir sonder. On aurait nous-mêmes des gens capables de sonder. Et à ce moment-là, peut-être on aurait même pu maintenant appeler des gens capables de venir exploiter. Mais là, la négociation se fait en connaissant nous-mêmes ce qu'on mérite. Et non pas en se fiant toujours à l'entreprise ou l'entrepreneur qui vient pour ramasser de l'argent finalement. Je te rejoins. Il y en a même qui disent qu'à l'époque, il y a des étrangers qui venaient dire, ok, tel bloc recèle telle quantité de fer, alors que c'était pas vrai. Et puisqu'on n'avait pas de connaissances en la matière, on se contentait de ce que l'expert étranger nous disait. Et même au-delà de tout ça, Keita, c'est factuel. Les pays les plus développés du monde, ce sont les pays les mieux éduqués. Le Japon. Qui ont pu vraiment apprivoiser la science et la technologie. Si c'était... En fait, qu'est-ce qui met l'Afrique en retard? C'est le hasard. Mon frère, la science est vraie. Le hasard ne développe pas un pays. Il faut qu'on sorte du hasard. Le président de la République, on devrait étudier pour être président.
Ce n'est pas le hasard qui devrait nous faire de nous un président. Et tant qu'on continuera à subir ça, à dire que ok, c'est Dieu qui l'a mis là et c'est Dieu qui fera la suite, on va traîner cette précarité peut-être jusqu'à la fin du monde. On espère en tout cas que des jeunes qui vont écouter ça vont faire une prise de conscience d'abord personnelle pour se dire que quelque part je dois être responsable, je dois viser plus loin que ce que la société dans laquelle je suis né m'a enseigné ou alors m'a inculqué. C'est possible avec le travail. En fait, en fin de compte, les études, c'est la clé qui ouvre les portes de tout, que ce soit l'épanouissement personnel, mais aussi l'émergence même du pays. Moi, je me pose une question souvent et il y a un collègue guinéen avec qui je parle souvent de ce sujet-là. Que va advenir de la Guinée lorsque nos minéraux là seront épuisés? Parce que tout l'écosystème économique guinéen repose finalement sur l'exploitation des bauxites. On a 25 milliards de tonnes, mais on est en train d'enlever chaque jour quelques kilos. Pendant combien d'années encore on va continuer à compter en milliards de tonnes la réserve de bauxite de la Guinée? Et à la fin de ça, qu'est-ce qui va arriver? Comment on va faire pour continuer à approvisionner les caisses de l'État? C'est très important et c'est critique. C'est maintenant que je pense l'État guinéen doit vraiment penser et doit mettre en place une structure qui permet de mieux réfléchir, d'agir en tant qu'un État conscient et non pas un État qui vient toujours. Tout a une certaine limite. La corruption, je pense qu'on a atteint un niveau où on ne pouvait plus dépasser, quoi. Il y a des pays africains qui ont atteint ce niveau-là parce qu'il y a un niveau maximal. Finalement, quand tu arrives à ce niveau-là, tu sais que non, c'est fini, quoi, tu vois. Tu ne peux plus dépasser ça. Ils se sont enrichis suffisamment. Maintenant, je pense qu'ils peuvent faire mieux et on espère qu'ils vont en tout cas faire mieux. On l'espère tous. Toi qui as été au Maroc, en France, généralement, on parle de discrimination. Certains partent même plus loin pour parler de racisme. Tu peux être discriminé parce que tu es pauvre. Mais quand on parle de racisme, c'est généralement, ça ramène à une race. Tu es peut-être arabe ou alors tu es noir, des choses comme ça. Est-ce que tu as été victime à un moment donné, dans l'un de ces pays-là, d'un comportement ou d'un traitement que tu peux qualifier toi de discriminatoire? Au Maroc, je n'ai fait que 2 ans pratiquement, et puis je ne sortais pas trop parce que moi mon logement c'était dans mon université. Je sortais, j'allais étudier le soir, j'ai juste à remonter. Donc avec mon environnement direct, mes collègues à l'université, mes professeurs, l'administration et tout le reste, je n'ai pas eu de problème à ce niveau. Mais dans un contexte informel, dans la rue par exemple, nous on est arrivé au Maroc dans un contexte d'Ebola. En fait, à l'époque, l'Ebola sévissait chez nous. Donc, c'était pas exclu qu'on nous appelle Ebola dans la rue. Voilà. Mais c'était des gens qu'on ne connaissait pas, certainement des débiles qui ne savent pas quoi faire de leur cerveau. En France, en fait, ce qui est bien en France, et ça, je pense que c'est partout dans le monde. En fait, en France, tu as le droit de ne pas aimer, mais tu as le devoir de laisser l'autre tranquille. De respecter en fin de compte. De respecter l'autre. Et moi, franchement, je n'oblige personne à ne pas être raciste. Mais je t'oblige à ne pas me manquer de respect et à me laisser tranquille. Donc, je ne me plaindrai jamais, en tout cas, ça, je ne le ferai jamais, je ne me plaindrai jamais du racisme ou de quoi que ce soit, parce que c'est lui donner de l'importance. Si tu penses que tu es supérieur, c'est ton affaire. Va avec, et moi, je fais ma vie. Par contre, il y a d'autres pays, effectivement, où parfois ça va tellement loin qu'on essaie même de toucher à ton intimité, exactement, de t'empêcher à exister. Ce qui n'est pas, en tout cas, on a la chance vraiment d'avoir un pays qui est la France, où, en tout cas, le racisme en France, moi je vois sur les réseaux sociaux. Je vois une vidéo passer où on dit il y a une mamie d'un village là-bas ou un vieux, c'est plus sur les réseaux sociaux, mais dans la vie de tous les jours, moi voilà. J'ai affaire à différentes personnes de différentes origines, je n'ai pas de problème et je n'ai pas de focus là-dessus, parce que souvent c'est que si tu es
très axé sur quelque chose, tu constates. Moi, je suis un homme libre. Les racistes, j'ai rien à faire à eux. Et donc, la vie est belle, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis parce que dans l'une de mes vidéos témoignages que j'ai publiées sur ma chaîne, je dis que quand on te dit qu'il y a du racisme quelque part, n'y pars pas pour prouver que c'est vrai. Tu vois? Parce que même dans ton pays, il y a des gens qui ne sont pas gentils. Oui. Si tu essayes d'associer chaque comportement bizarre ou méchant à du racisme, forcément tu ne vas pas t'en sortir. Parce que même dans ton propre pays, je pense que c'est encore plus exacerbé dans nos pays, surtout dans les périodes d'élection, où quelqu'un peut t'identifier comme appartenant à une communauté et te mettre dans le lot des ennemis. Et en France, c'est quelque chose que tu verras jamais, par exemple. Parce qu'ici, franchement, l'administrateur, qu'il aime ta tête ou pas, si tu viens, il te sert. Hein. Tu vas à la mairie, tu vas jamais voir un comportement inapproprié à ton égard. Tu vas à la préfecture, partout où tu vas, c'est ton droit. On te respecte là-dessus. Sinon, peut-être que tu vas dans les administrations, tu as en face de toi quelqu'un du Rassemblement national, mais tu ne le sauras pas. Parce que la déontologie de son métier voudrait qu'il serve tout le monde sur le même pied d'égalité. Et en Guinée, moi je pense, dans l'administration guinéenne, il y a plus de discrimination. On peut rencontrer beaucoup plus de discrimination que dans l'administration en France. Quoique en Guinée, bon, globalement, on est tous noirs. Mais en France, avec toute cette diversité, mais puisque les gens sont formés quand même à une certaine rigueur, ça fait que c'est pas un sujet. Voilà. On va pas te dire, ok, ta carte d'identité ne sort pas parce que tu es noir, ou tu t'appelles Karamoko plutôt que Frédéric, tu verras pas. Mais il y a quelques petits détails parfois, ok, il me regarde mal, ok, bon, il n'est pas si cool avec moi qu'il pourrait l'être avec d'autres personnes. Voilà. Ça, c'est des subjectivités qui existent, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas en France ou quelque part pour dire que tel est raciste, tel ne l'est pas. J'ai ma vie, j'ai mes préoccupations et ça me suffit déjà. Et donc, finalement, quel serait le conseil approprié pour toi que toi, tu donnerais, par exemple, à un jeune Guinéen qui vient d'atterrir en France? Je lui dirais de choisir ses combats. Tu es venu en tant qu'étudiant, ton combat c'est d'étudier. S'il y a un obstacle à cela, bats-toi contre cet obstacle. Le raciste, il va pas être fort au point de dire que tu vas pas aller à l'université. Tu vas pas emprunter le train, le métro, etc. Donc son racisme en fait n'a pas de sens finalement. C'est beaucoup plus finalement un sentiment personnel. Absolument. Que quelque chose que toi tu peux subir facilement si tu n'es pas quelqu'un de facilement influençable ou alors sensible comme on le dit. Absolument, absolument. Et tout dépend du sens qu'on donne aux choses. Hein. Quelqu'un te regarde mal, tu peux penser que ok, peut-être elle était mariée à un noir là-bas qui lui a mal parlé et ça s'est mal passé, donc peut-être qu'elle a cette haine pour les noirs. Ou il s'était marié à un Chinois qui était violent avec elle ou avec lui. Et finalement, en fait, il faut comprendre. Il faut donner un autre sens aux choses. Donc, c'est pas parce qu'il t'a mal regardé ou tu lui as parlé, il t'a pas répondu, tu vas penser que c'est un raciste. Peut-être c'est un malentendant. Il peut y avoir différentes raisons. Donc, le mieux, c'est d'être le plus simple possible. Je me souviens par exemple ma femme qui m'a raconté une histoire. Elle est rentrée dans le train, elle était assise quelque part et il y a des gens qui venaient qui trouvaient la place vide à côté d'elle et qui partaient s'asseoir ailleurs. Donc elle était contente parce que finalement elle est restée seule à sa place. Bah, tu me laisses avec suffisamment de place, je tends mes ailes quoi. Absolument. Donc je pense que tu as raison, quelque part je pense que c'est le raciste qui souffre beaucoup plus de ses sentiments que la personne en fin de compte vers qui ce rejet-là est dirigé en fait. Ah oui, donc, totalement. Tu ne veux pas t'asseoir à côté de moi, mais tu n'en es pas obligé. C'est aussi simple que ça. Absolument. Et il y a autre chose, je pense aussi qu'il y a des gens qui manquent juste de culture, donc qui veulent juste en savoir un peu plus. Parfois, on associe le racisme à des questions déplacées. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui posent ces questions stupides, pas pour te rabaisser, mais pour te pousser à leur expliquer finalement. Mais même si c'est, on dirait que c'est malvenu, il y a par exemple une personne qui m'a parlé du traitement
des femmes dans la communauté noire. Pourtant, c'est une femme chinoise qui est mariée à un noir, à un Congolais. Elle a dit que pour les noirs, c'est toujours la femme qui fait la cuisine. Et que même quand tu travailles, tu dois toujours faire la cuisine. Moi, je lui ai dit que non, pas forcément vrai. Voilà, je lui ai donné non seulement des exemples, mais je lui ai aussi expliqué pourquoi, généralement, dans les communautés noires, c'est la femme qui cuisine. Parce que c'est une réalité. Mais pourquoi? Généralement, chez nous, ce qui va se passer, c'est que la société a inculqué à la femme qu'elle n'est pas aussi forte que ça, qu'elle ne peut pas... Les femmes qui deviennent directrices ou alors ministres, c'est maintenant que ça commence à devenir fréquent, sinon c'était des exceptions. Donc, qu'est-ce qui se passait? Quand on entend ministre, c'est un homme. Et donc, sa femme, elle est à la maison, donc elle fait la belle vie, quoi. Elle ne fournit pas suffisamment d'efforts finalement parce que le monsieur, il apporte déjà absolument tout à la maison. Et qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une femme de ménage qui va s'occuper de tout. Et la femme, elle joue la patronne. Donc, est-ce qu'on va dire que cette femme-là, elle fait la cuisine parce que le monsieur, il est feignant? Non. Elle fait la cuisine parce que finalement, si elle ne fait pas ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que le monsieur va sortir du boulot? Généralement, chez nous, il n'y a pas vraiment de loi de travail qui permet aux salariés de venir le soir et de pouvoir faire autre chose que dormir, manger, dormir. Est-ce que tu vas demander à un mari qui travaille de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures, passer 19 heures, de venir encore cuisiner pour sa femme qui est à la maison? Non. Donc finalement, la femme se retrouve, bien sûr, elle peut faire souvent des commerces, mais généralement, ces commerces-là aussi, c'est à côté de la maison, ou alors en tout cas, elle a la possibilité de gérer ça comme elle veut, avec par exemple des employés supplémentaires, ou elle-même, elle va gérer son emploi du temps, mais elle va s'assurer d'être elle-même la patronne de la maison. Généralement, chez nous, dans notre culture, les femmes même ressentent le plaisir à faire cela. Absolument. Donc, c'est pas forcément parce que l'homme l'a obligé, ou alors la société lui a imposé ça, mais c'est parce que la femme elle-même, elle veut contrôler ce qui se passe dans sa maison. Tout d'abord, moi, j'aimerais apporter un rectificatif. En fait, Keita, toutes les sociétés du monde, africaines, européennes, asiatiques, il n'y a pas une seule culture dans le monde où ce n'est pas la femme qui cuisine de base. Il n'y en a pas. La France, c'est la femme qui cuisine dans une famille franco-française. Dans une famille anglo-anglaise, c'est la femme qui cuisine. Quand on me raconte des histoires comme ça dans les Afriques, etc., en fait, c'est des inculques. Exactement. Franchement, parce que moi, je te dis, en Afrique, il y a des sociétés comme, en fait, en Côte d'Ivoire, par exemple, tu verras que selon l'ethnie, c'est pas la même chose. Et même en Guinée. Tu verras même en fonction de l'histoire propre de la famille, est-ce que c'est une famille conservatrice ou non, tu verras que c'est pas le cas. Donc, c'est pareillement dans toutes les sociétés. Tu vas dans un village chinois quelque part là-bas, tu vas pas voir le vieux père à la cuisine. Absolument. C'est la femme. Ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, on essaie de maintenir l'Afrique dans sa négativité intemporelle, alors que les autres, on pense que ça évolue. Sinon, de part et d'autre, ça évolue partout. Mais peut-être que ça a pris beaucoup plus d'ampleur en Occident, dans les sociétés occidentales, pour des raisons législatives, par exemple. Parce qu'ici, c'est parce qu'on n'a pas le choix, finalement. Le franco-français, s'il avait le choix, il était dans... Pourquoi quand ils vont en Afrique, là, ils se lient d'amour avec nos sœurs là-bas, ils sont contents, ils disent, ah franchement, la femme africaine, c'est ça le bonheur. Pourquoi? Parce que l'homme, de façon naturelle, est prédisposé à ce que ce soit sa femme qui prenne soin de lui. Donc, quelque part, je crois que tous ces préjugés doivent être débattus. Absolument. Il ne faut pas fuir. Moi, je pense qu'il ne faut pas fuir. Il faut déconstruire. Les gens, ils viennent avec ce qu'ils pensent avoir comme information. C'est toi, en tant qu'Africain, si tu es fier et que si tu sais que tu as les bonnes informations, c'est à toi de lui enseigner. Et je te dis tout de suite, après mon échange avec cette personne-là, elle m'a dit qu'elle est d'accord avec moi. Ah oui, clairement. Tu vois, parce que je lui ai fait comprendre qu'en fin de compte, justement comme tu l'as dit, tu as bien fait de le signaler. En Afrique, même dans le même pays, tu peux trouver des cultures différentes. Absolument. Pour enchérir, tu vois des pays comme par exemple le Kenya, le Rwanda et tout. Là-bas, franchement, ils sont très différents, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest. Tu vas voir que là-bas, la femme, elle est tout comme la femme occidentale. Exactement. En fait, mais ça m'énerve quand on dit Afrique, alors qu'on ne dit pas Europe. L'Europe qui est là, tu vas en Roumanie, là. En Roumanie,
ils sont encore dans la tradition et tout, tu verras que c'est comme ça se passe. En Hollande, c'est comme ça se passe. Mais eux là, dès qu'il y a une petite exception quelque part, ils extrapolent, ils donnent tout ça. Bon, bref. La machine tourne. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, on va passer, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant ce débat. Et donc, finalement, toi, malgré tous ces diplômes-là, ces reconnaissances, tu as parcouru tous ces pays. Avec aujourd'hui ton diplôme, et même au sortir d'école, tu aurais pu partir aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. Pourquoi la France finalement? Tu choisis de rester en France. Pourquoi? Alors, très bonne question. Tu sais, assez souvent on a tendance à penser ou à croire l'herbe plus verte ailleurs. C'est un peu comme ceux qui sont en Afrique, qui pensent parfois que en Europe, tu vas, tout va bouger tout de suite, il n'y a aucun problème, ça se met très rapidement en place. Mais nous qui sommes là, on sait que c'est pas ça. Il y en a d'autres qui ne s'en sortent pas aussi facilement ici. Au contraire, qui souffrent. Donc tout comme dans ces pays, aux États-Unis. Alors moi j'ai été aux États-Unis. J'ai envie de te dire que je préfère 1 million de fois la France aux États-Unis. Parce que en fait, c'est pas que l'argent, c'est pas que tout ce qu'on dit, c'est pas que le bling bling. La tranquillité, par exemple, que tu as en France, tu l'as pas aux États-Unis. Moi, dans un pays où le simple fait de mal regarder un policier, il pourrait t'abattre, j'ai pas envie. Un pays où, mais franchement, aux États-Unis, tu vas aux États-Unis, tu te rends compte que l'apartheid, la discrimination raciale est encore d'actualité. En fait, aux États-Unis, il y a des villes noires, il y a des villes de blancs. Souvent, tu montes dans les transports en commun. Selon où tu vas, tu n'es qu'avec des noirs. Donc moi, je n'ai aucune attirance particulière envers ces pays-là. La France, je suis là parce que j'ai une opportunité vraiment professionnelle là et je m'y plais. Mais bien entendu, moi, ma décision est que je n'ai pas envie d'être étranger dans un autre pays encore. La prochaine étape, ce serait la Guinée, ou en tout cas, je reste en France ici, pays que je maîtrise, dont je maîtrise les codes plus ou moins. Mais voilà, je n'ai aucune attirance particulière pour que ce soit le Canada ou les États-Unis. En fin de compte, c'est la même chose. Absolument. Voilà, c'est la même chose. J'ai vu surtout un post qui disait que 1 an ou je ne sais pas, 1 an au Canada, c'est comme 25 ans en France. Et du coup, je me suis posé la question, c'est quoi en fin de compte la différence? Pourquoi? Est-ce que c'est en termes d'expérience de vie ou bien c'est en termes de salaire? En termes d'argent. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui travaille 1 année au Canada va gagner plus que, ou alors va gagner l'équivalent du salaire de quelqu'un qui va gagner 25 ans en France? En tout cas, j'essaie souvent d'expliquer pourquoi les gens chez nous sont autant motivés, ou en tout cas ils sont enthousiastes à l'idée de partir au Canada. Quelqu'un qui arrive au Canada ou en France aujourd'hui, demain peut changer de comportement, peut te montrer une attitude hautaine, comme si finalement c'était sa vie qui avait... Bon, je sais qu'ils le disent déjà que ma vie a changé. Moi, je suis en France depuis, on va dire, ça va faire 3 ans. Quand je vois des photos des gens qui viennent d'arriver, ou alors des gens qui n'ont même pas encore ce qu'ils appellent papier, c'est le titre de séjour. Et je me demande, mais est-ce qu'on vit dans le même pays? Parce que parfois même j'ai envie d'être là où la personne là elle est finalement, tu vois. Parce que je trouve que c'est tellement, c'est beau, c'est le message qui va avec la photo, c'est inspirant. Mais quand je reviens à la réalité, je me rends compte que finalement moi aussi je suis ici. Mais pourquoi je ne me sens pas autant dans une nouvelle dimension comme cette personne? Je crois que quelque part c'est surtout lié au projet de vie. Toi, tu as des ambitions. Absolument. Qui sont des ambitions, en fin de compte, liées à ton épanouissement personnel. Alors que ces personnes-là sont plutôt là pour côtoyer les grands immeubles, les grandes réalisations de la France. Et donc, ils estiment que quelqu'un d'autre qui n'a pas eu la chance de venir visiter la Tour Eiffel tous les jours, prendre le métro de Paris, c'est pas forcément quelqu'un qui a réussi, quoi. Donc, je crois que quelque part, c'est surtout le tourisme qu'ils associent à la réussite. Absolument, absolument. Et d'une personne à l'autre, ça change effectivement. Quelqu'un peut être en France et gagner beaucoup mieux sa vie que quelqu'un aux États-Unis et inversement. Donc les gens, vraiment, ont tendance à tout mélanger. Et moi, c'est des débats dans lesquels je n'entre pas.
parce que ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est intéressant parce que ça permettra justement à certains des amis au pays qui nous écoutent qu'il ne faut pas être en France pour dire qu'on a réussi. On peut être en Guinée et vivre mieux, gagner mieux sa vie que quelqu'un qui est en France, à Paris ou vers les Champs-Élysées là-bas. Hein. Ah oui, les preuves sont légion. Il y a beaucoup de preuves. Il y a beaucoup de modèles de réussite en Guinée. Des gens qui n'ont jamais mis pied dehors. J'en connais un. La seule fois qu'il a été à l'étranger, en Europe, c'était pour ses soins parce que c'était très compliqué qu'il puisse être soigné en Guinée. Et c'est ainsi il est allé en Allemagne. Sinon, il n'a jamais mis pied dehors. Et l'autre fois, c'était peut-être aller faire son pèlerinage. Mais je pense que c'est un homme très très riche, mais qui n'a pas eu besoin d'aller où que ce soit. Moi, j'en connais deux anciens amis du terminal. Il y a une aujourd'hui qui a que les saveurs de Yama. C'est une fille qui est très courageuse, qui a commencé à vendre dans les rues de Conakry. D'ailleurs, je compte l'inviter un jour dans ce podcast. Bravo. Qui est aujourd'hui en Guinée une entrepreneuse à succès et qui tourne dans les ministères à vendre à chaque occasion son produit. C'est des jus naturels. Et à chaque grand événement, elle vend. Elle gagne aujourd'hui et elle emploie pas mal de jeunes. Voilà. Je connais un autre qui est Olemo. Donc lui aussi, il a une entreprise aujourd'hui. Pratiquement, il travaille avec des investisseurs internationaux. Voilà. Donc c'est quelqu'un aussi. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas été à l'étranger, mais généralement, quand ils voyagent, c'est dans le cadre de leurs activités. C'est pas pour aller faire le tourisme à Paris ou bien à Londres, ainsi de suite. Donc, je crois que quelque part, le voyage doit être guidé par un projet et non pas par une envie d'exploration. On a fini, l'exploration a fini, les visites là. Aujourd'hui, ce que tu vois sur l'internet, tu peux même faire Photoshop si tu veux. C'est que je me dis souvent, les gens quittent chez nous, payent des millions pour aller au Maroc, pour aller faire le tourisme au Maroc. Ils payent des millions pour venir à Paris. Moi, j'ai été au Maroc. Après, je suis venu en France. Et aujourd'hui, je vois des gens en France qui sont en train de partir au Maroc pour le tourisme. Donc, je me dis finalement, le tourisme, en fin de compte, je pense que je n'ai pas besoin aujourd'hui de voyager. Quand je vois des gens qui disent, je prends congé pour voyager, pour aller quelque part. Tu as été où? Mais je suis déjà dans un pays de tourisme. Pourquoi je vais aller quelque part? Je prends congé, je me balade dans les coins que je n'avais pas encore visités. C'est suffisant. Mais bon, c'est très discutable ça quand même. Je suis d'accord avec toi parce que toi tu as été aux États-Unis, donc tu peux te défendre. Mais moi, en fait, c'est très discutable. Non, franchement, si on peut se le permettre. Exactement. Si on peut se le permettre. Si on peut se le permettre, c'est quelque chose à faire. En fait, voyager, c'est apprendre. Absolument. Voyager, c'est découvrir. Et lorsqu'on voyage, on rencontre toujours des gens intéressants. Et on voit des choses qu'on ne connaissait pas. Absolument. Et même pour l'épanouissement personnel, en fait, souvent, ce qui explique même certains progrès au niveau de l'Europe, c'est la facilité qu'ils ont d'aller voir ailleurs comment ça se passe et adapter ou faire mieux chez eux. Les Chinois, il en est de même. En fait, quelqu'un qui est né dans un pays qui n'a jamais été hors de ce pays, même s'il a fait toutes les études du monde, c'est assez relatif. Hein. Donc, bouger, c'est bien, mais effectivement, bouger avec un projet. Exactement. Même le tourisme, il y a un projet derrière. Moi, par exemple, j'aime le tourisme culturel. Moi, quand je vais dans un pays, ce n'est pas pour aller à la danse ou quoi que ce soit. Voilà. C'est m'intéresser à la vie réelle des gens. Moi, j'ai l'opportunité d'aller assez souvent au Rwanda, par exemple, hein, pour des raisons de travail parfois, mais à côté, on a toujours la possibilité de s'intéresser à autre chose, voir comment ça se passe. Mais j'ai plus appris, par exemple, de l'histoire du Rwanda en y allant que dans les podcasts, les reportages ou les films. Je suis d'accord. En allant sur le terrain, en faisant mes visites, en posant mes questions moi-même aux concernés, j'ai compris beaucoup de choses et je suis en mesure de te donner des détails sans même pression, sans réfléchir trop parce que j'ai presque vécu la chose. Donc voyager, c'est importantissime. Mais voilà, voyager avec un objectif. Voilà, pour c'est juste montrer. C'est ce que j'ai signalé dès le départ. Je dis, le tourisme doit être avec un objectif. Il ne faut pas voyager juste comme ça pour aller faire l'exploration, prendre des photos. Et pour les enfants surtout, tu sais, souvent il faut faire pour les enfants. Ton enfant, l'enfant qui voyage en fait, qui revient ensuite, qui reprend les cours, l'enfant qui a été en vacances,
souvent il a en fait une imagination beaucoup plus poussée que l'enfant qui est resté dans le même cadre. Donc on dit, ok, vous êtes revenu de l'école, vous devez faire une rédaction, parlez-nous de vos vacances, de comment ça s'est passé. L'enfant qui a été quelque part avec ses parents à la piscine, qui a fait plein d'activités, cet enfant sera beaucoup plus à même d'écrire beaucoup plus de lignes intéressantes, et en lisant son histoire, on est plus attiré par ce qu'il dit que celui-là qui te dira, ok, j'étais à la maison avec les parents, on mangeait. Donc c'est des choses à relativiser. Voyager c'est bien, mais il faut voyager pour une raison. Absolument. Mais pour ceux qui aident nos frères africains par exemple, ou subsahariens en particulier, je pense que voyager pour aller au Canada juste parce que le Canada c'est mieux que la Guinée, ça ne devrait pas être une motivation. Ça ne devrait pas être un projet de vie. Absolument. Dire que je suis au Canada et le Canada c'est mieux que la France, pour les Canadiens, c'est une fierté. Mais pour toi qui vas au Canada, qu'est-ce que tu en tires comme fierté? Oui. Tu vois, tu pars au Canada faire 100 ans là-bas, tu meurs là-bas, tu es enterré là-bas. Ta vie n'a absolument servi à rien si tu n'as pas réalisé quelque chose. Si en allant au Canada, tu n'es pas parti avec un projet concret qui t'a permis quand même de t'épanouir en tant que personne. Absolument, tu vois, c'est ça en fait que je veux signaler. Mais je suis d'accord avec toi, le voyage, moi-même j'ai justement voyagé à l'intérieur de certains pays d'Afrique et ça m'a permis quand même de découvrir beaucoup de différences. J'ai été justement en Afrique de l'Est, au Burundi. Oui. Voilà, j'ai été au Cameroun. Quand on visite un pays, on rentre quelque part dans l'histoire de ce pays-là. On s'approprie l'histoire, oui. Voilà, on s'approprie l'histoire en quelque sorte. Oui, je suis d'accord. Est-ce que toi, tu conseillerais à un jeune Guinéen aujourd'hui de suivre ton chemin? Écoute, tout dépendra de lui. Si effectivement mon parcours, il le trouve intéressant et qu'il a envie de faire la même chose, je lui dis vas-y. Et je lui demande même de faire mieux, parce qu'il est toujours possible de faire mieux. Bon, j'espère que les jeunes qui vont écouter seront inspirés suffisamment par ton travail, surtout éthique de travail, parce que généralement, c'est ce que je dis dans mes podcasts. Ne soyez pas des gens qui veulent avoir une partie de la réussite d'une personne sans forcément avoir aussi une partie de la discipline de cette même personne. Oui, clairement. Soyez prêts, si vous voulez la vie d'une personne, soyez prêts à faire les mêmes sacrifices et à faire les mêmes efforts ou plus que cette personne. Parce que peut-être que cette personne a eu un peu plus de chance et que vous, dans votre cas, ça ne va pas être le cas. Donc, vous devez être prêt à fournir minimum autant d'efforts que la personne a fourni pour arriver à vos buts. Après tout ce parcours, tu es aujourd'hui un père de famille, un homme marié, un responsable dans une entreprise. Est-ce que tu penses avoir réussi finalement? La réussite est un idéal. Donc c'est quelque chose vers lequel on tend toujours. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu te croirais en réussite quand tu auras atteint tel objectif. Mais quand tu auras atteint cet objectif, tu verras que tu veux autre chose encore. Donc c'est quelque chose qu'on n'atteindra jamais dans sa plénitude. Toutefois, je suis en mesure de dire que je suis heureux pour ma vie, content et reconnaissant pour ma vie, pour tout ce que Dieu fait dans ma vie. Et je continuerai à me battre pour toujours la parfaire, pour toujours la rendre meilleure. Parce que c'est ça la vie, se battre tous les jours pour que demain soit mieux ou meilleur qu'aujourd'hui. Mais pour ce qui était de l'objectif de départ, quelque part tu te disais voilà, il me faut atteindre ça, j'ai atteint ça et ainsi de suite. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que quand même pour un départ ça va aujourd'hui? Oui, ça va en effet. Mais pour les études, en effet, j'ai d'autres projets donc que j'espère pouvoir mettre en marche très prochainement. En tout cas, j'espère que Dieu me le permettra. Sinon, je me contente pour le moment de ce qui est acquis. Et c'est déjà très bien. C'est quoi le regard que toi tu jettes aujourd'hui sur la Guinée? Alors, la Guinée est un pays naturellement riche, mais malheureusement très en retard pour des raisons que toi-même tu sais.
Donc des raisons beaucoup plus liées aux ressources humaines. Parce que nos talents, si on en a, généralement ne servent pas trop la Guinée. Politiquement, dans un cadre beaucoup plus macro, on a quand même beaucoup de problèmes. Le culte de la personnalité, la corruption généralisée, même systémique. Tous ces problèmes font que, en fait, on a besoin d'un sérieux réveil en Guinée. Parce que pendant que nous, on continue de dire ça ira, chez les autres, ça va déjà. Donc si on ne se réveille pas dès maintenant, on aura beaucoup plus de mal à rattraper notre retard. Donc la Guinée, c'est un pays d'espoir, malgré tout ce qui se passe. Moi, je pense que il faut un réveil, un coup de réveil, et il faut du travail, et tout se remettra en place. On parlait du Rwanda. Le Rwanda vient de très loin. Et le Rwanda, même quand il va, malgré tout le développement qu'ils ont, tu te rendras compte que c'est un pays pas aussi riche. Tu vas le constater. Kigali, c'est une petite ville, tu vas voir. Mais c'est par la force du travail et de la discipline qu'ils parviennent aujourd'hui à dicter la marche à suivre à des États comme le Congo, beaucoup plus importants géographiquement et même économiquement. Donc tout est une question de prise de conscience et de stratégie à mettre en œuvre, et surtout stratégie accompagnée d'action par la suite pour remettre les choses dans le bon ordre. Et justement, en parlant de la Guinée, est-ce que tu as un projet de retour? J'y pense tous les jours. Oui, j'y pense tous les jours et ce sera fait si Dieu le veut. Espérons que ça va arriver très bientôt, parce que généralement on fait face à des diasporas qui disent j'espère revenir dans voilà, donc ça continue comme ça et finalement on arrive à installer. Non, moi à plusieurs reprises vraiment j'ai eu envie de rentrer en Guinée, mais encore une fois, moi je n'ai pas envie de rentrer et faire ce que tout le monde fait et qui fait qu'on est dans cet état. Donc je vais rentrer avec la certitude que ce que je ferai permettra, en tout cas à ce secteur-là, le secteur dans lequel j'interviendrai, l'éducation, la formation, que ça soit impactant. Mais voilà, pour ça, ça prend du temps, il faut réfléchir, il faut vraiment s'organiser, il faut préparer le retour. Donc je suis plus dans cette réflexion-là. Donc dès lors que je me sentirai prêt et que les projets seront bien clairs pour moi, la Guinée, voilà, c'est the place to be. La Guinée est un paradis, comme ils le disent dans leur chanson. Donc, il faut revenir au paradis quand même. J'espère que c'est pas au sens figuré. Parce que bon. Alors, cette question, je pense que tu as déjà répondu pratiquement. Est-ce que tu envisages de contribuer dans le système éducatif guinéen ou alors de servir de mentor, par exemple? Absolument, si je devrais faire un choix de service vis-à-vis de la Guinée, si on me demandait dans quoi tu veux t'investir pour la Guinée, oui, c'est l'éducation d'abord. Parce que pour moi, c'est le socle sur lequel repose tout le reste. Donc, même si demain j'ai cette possibilité, je le ferai. Et ce podcast, pour moi, c'est une autre occasion d'y contribuer. Parce que l'objectif, effectivement, c'est d'envoyer un message et même édifier les futurs jeunes boursiers sur un certain nombre de réalités qui les attendent. Donc ce sera avec un grand plaisir, oui. Depuis l'obtention de ton diplôme, que ce soit au Maroc ou en France, depuis même ton départ de la Guinée, est-ce que tu as eu déjà des propositions concrètes, que ce soit de l'État guinéen d'une façon ou d'une autre, ou alors d'une entreprise qui opère en Guinée? Alors des propositions directes à moi, non, mais des opportunités. Donc j'ai vu des possibilités d'insertion, donc par l'entremise de connaissances à moi, donc des gens qui étaient intégrés et qui pensaient que tu viens, tu postules, ça va le faire pour toi. Mais il faut dire qu'il y a certaines clauses qui ne me convenaient pas, donc notamment le traitement salarial souvent, franchement, est très précaire en Guinée. Et pour quelqu'un qui a une famille, ici, ce n'est pas du jour au lendemain, tu vas décider qu'ils ont tous, les enfants sont à l'école, etc. Ça s'organise. Donc pour toutes ces raisons, j'ai décliné.
Mais je pense que la meilleure façon de s'intégrer professionnellement en Guinée est d'être sur le terrain. En fait, on n'attend pas de l'extérieur, c'est vraiment contre-productif. On y va, sur le terrain, on voit les opportunités qu'il y a et ça pourrait aller vite. Plutôt que d'attendre ici, parce que c'est lui qui attend là. Souvent même en étant sur place, c'est compliqué, a fortiori être loin du pays. Et du coup, tu as soulevé un point très important, le salaire. Est-ce que tu penses aujourd'hui que le problème des salaires est la raison pour laquelle la plupart des diasporas préfèrent rester loin de la Guinée? Parce qu'il faut reconnaître, si on n'est pas ministre ou directeur dans un ministère, généralement on doit se contenter du minimum, quoi. Et pour quelqu'un qui est habitué par exemple à recevoir un certain salaire lui permettant de régler tous ses problèmes entre guillemets personnels, mais aussi on connaît déjà quand tu es de la diaspora, quand tu travailles en Europe ou dans les pays américains là et ainsi de suite, tu dois envoyer chaque mois un peu d'argent à la maman, aux oncles et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que quelque part ça bloque le process? Absolument. Après, je pense que si les gens effectivement n'étaient pas intéressés par le salaire, ils feraient du bénévolat. Du moment où on s'en va et on met sa compétence, son intégrité, sa force physique au service d'une entreprise, c'est quelque part parce qu'en retour, on s'attend à avoir un salaire. Et ce salaire devrait nous permettre de rester digne, donc notamment répondre à toutes ces obligations. Mais en Guinée, effectivement, surtout pour quelqu'un qui a l'habitude d'être autant utile à la famille et aux proches, rentrer en Guinée remettrait en question tout ça. Et il y en a malheureusement qui n'ont pas le courage de faire ça. Donc de dire, ok, bon, je vous ai aidé jusque-là, c'est bon, je rentre, je m'aide moi aussi. Donc ça fait que parfois, on se dit, bon, finalement, je vais rester là et je pense que c'est la solution. À ton avis, pourquoi la majorité des talents guinéens ne rentrent pas, hormis le salaire? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres raisons ou bien on peut mettre tout ça sur le coût du salaire minimal qu'on offre souvent aux personnes qualifiées? Au-delà, il y a en fait il y a un aspect plus macro. En fait, c'est le système qui n'est pas rassurant. En fait, l'instabilité qui caractérise la Guinée, assez souvent, tu rentres, oui, tu as du boulot, mais c'est jamais sûr. Donc cette instabilité, malheureusement, fait peur à beaucoup de personnes. Après, au-delà, il faut reconnaître qu'on a beaucoup plus d'opportunités. En France, tu démissionnes aujourd'hui, ça dépend vraiment de ton domaine, mais tu démissionnes aujourd'hui, si tu veux, la semaine prochaine, tu recommences ailleurs. Et en Guinée, en moyenne, on parle de 6 mois, en fonction aussi du secteur d'activité. Donc pour aller en Guinée, en fait, assez souvent, on n'y va vraiment pas pour de l'argent. Ça va au-delà de ça. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui dit, ok, moi je quitte la France, les États-Unis pour la Guinée, parce que je veux gagner beaucoup plus de salaire. Le salaire, bien entendu, on a dit que c'est un élément, mais il y a aussi cette instabilité, il y a la qualité de vie. L'Ivoirien qui rentre en Côte d'Ivoire, généralement, tu vois qu'il y a un peu ce qu'il faut en termes d'infrastructure. Il y a la route, il y a l'eau, quand même. La connexion. Il y a l'électricité. Tu peux facilement te lancer en entrepreneuriat parce qu'il y a la connexion. Le Wi-Fi, c'est très avancé de ce côté. Donc, il y a tout ça, en effet, absence d'infrastructure, instabilité. Tout ça fait que, finalement, on se dit, est-ce que la Guinée, c'est le bon choix? Donc pour ça, moi j'aime bien la politique de branding là qu'on a mis en œuvre. Moi je pense que ça met un peu plus de lumière sur le pays, c'est bien, mais il ne faut pas politiser. Parce que malheureusement ce branding, c'est le CNRD quoi. Il faut sortir de ça. Il faut promouvoir le pays. Promouvoir le pays c'est quoi? C'est le rendre plus beau, c'est améliorer les infrastructures, c'est qualifier les compétences, c'est faire en sorte qu'il y ait des routes, qu'il y ait de l'eau potable, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait moins de corruption. Le branding rwandais, c'est ça. Ils ont même pu avoir des awards, des prix pour ça, pour la transparence, etc. Donc notre branding devrait aller au-delà. La Guinée est un paradis. La publicité, ouais. Voilà, de la publicité. Ça devrait être des actions beaucoup plus concrètes, comme la lutte
avérées contre la corruption à tous les niveaux, comme la sécurité, comme assurer la stabilité, comme le fait de ne pas partager de l'argent de gauche à droite à des gars qui ne foutent rien. Tout ça, je pense que cette image-là, on doit s'intéresser à cette image pour que les gens soient un minimum rassurés. Et quand on est rassuré, moi je l'ai toujours dit, en Guinée, moi je m'en fous que l'État me demande d'être fonctionnaire ou pas. Moi j'ai juste besoin d'aller dans un pays, être dans un pays où quand j'ai chaud, j'ai l'eau à la douche pour me doucher, ou quand je prends mon véhicule, je l'utilise au bout d'un mois, je ne suis pas obligé d'aller voir le mécanicien, ou en tout cas je suis logé dignement, ou la voirie c'est fait de sorte que quand il y a l'inondation, mes enfants en jouant ne vont pas perdre leur vie. Tu vois, il y a tous ces éléments en fait qu'il faut prendre en compte pour que ce pays soit rassurant et pour que les gens aient le courage de rentrer. Donc finalement, on peut dire que c'est quelque part parce que les gens ne sont pas rassurés. Le fonctionnement actuel du pays ne garantit pas en fin de compte la survie dans le pays pour quelqu'un qui quitte l'Europe ou les États-Unis. Je parle de survie surtout parce que quand tu viens avec des ambitions. Ce à quoi on est confronté souvent, c'est que même si tu n'arrives pas à réaliser tes projets, mais que tu ne sois pas contraint de plier bagages à nouveau pour repartir. C'est ce que j'appelle en fin de compte survie. C'est que tu arrives quand même à te maintenir sur place, notamment en réadaptant ou alors en changeant des stratégies, ainsi de suite. Mais en Guinée, finalement, on se rend compte que c'est même quasi impossible. Tu viens avec des projets. Non seulement tu ne peux pas implémenter tes projets, mais en plus de ça, tu te retrouves dans l'incapacité même de survivre dans le pays. Tu es obligé à nouveau de repartir de là où tu viens. Totalement d'accord avec toi. Donc le fait que les gens ne sont pas sûrs effectivement de la suite qui pourrait être réservée à leur retour au pays. Donc c'est un élément fondamental. Et dans cette assurance, il y a tout. Hein. Voilà. Ça englobe, je pense, tout. Ok. Mais est-ce que tu penses que ça vaut quand même le coup de prendre le risque? Toi qui es aujourd'hui doté de connaissances suffisamment approfondies et surtout utiles à la Guinée, tu penses que ça vaut le coup de tenter l'aventure? Absolument. En fait, on parlait de devoir au commencement de notre interview. On doit à ce pays, on doit à la Guinée de nous mettre à sa disposition, de nous battre. C'est pas rester dans les discours, dire que ça ne va pas, ça va pas aller. On a le devoir d'aller et se battre pour que ça aille. D'accord? On a tous ce devoir. Et j'espère qu'on l'accomplira tous. Moi aussi. Est-ce que toi, tu as des reproches à faire à l'État guinéen dans ce processus-là? C'est-à-dire qu'on se retrouve quelque part finalement dans un système, les talents guinéens sont là, veulent rentrer, mais il n'y a pas de porte rassurante. Absolument, je pense que l'État est au centre de tout ça. Il faut des mesures incitatives en fait pour que les gens rentrent, pour qu'ils aient envie de rentrer et quand ils rentrent, qu'ils restent. Et pour ce faire, l'État à son niveau doit faire en sorte que le jeu soit clair. Alors, ce qui est vraiment dérangeant en Guinée, c'est la politisation de la fonction publique. En fait, la Guinée, à un moment, on se retrouve avec le fait que même pour servir son pays, il faut appartenir à un conglomérat d'intérêts, à un parti ou à une idéologie, etc. Alors qu'en temps normal, en fait, la fonction publique, tout le monde devrait s'y retrouver. En France, le préfet, c'est pas que le pote à Macron. Le préfet, c'est tous les Français. Le maire, il en est de même. Le fonctionnaire, il peut venir de partout. Mais en Guinée, alors le Sénégal, plus ou moins, ils y arrivent. C'est-à-dire, il y a un corps diplomatique, par exemple, au Sénégal, ce qui fait que quand tu es président de la République du Sénégal, tu ne fais pas appel à ton oncle pour qu'il soit ambassadeur quelque part. Il y a un corps composé. Donc, il y a, tout comme il y a le corps médical, tout comme il y a le corps des magistrats, il faut un corps en Guinée. Il faut des fonctionnaires. Il faut des fonctionnaires républicains au service de la République et qui n'aient pas peur de garder ce caractère républicain au risque, par exemple, de ne pas être aimé par le président de la République ou non.
Donc il faut vraiment qu'on y arrive. En Guinée, tout est mélangé. Le préfet, c'est à la fois le directeur de campagne, et ceux qui ne sont pas pour le président de la République, comment ils vont s'en sortir? Ça veut dire qu'ils ne sont pas en sécurité sous la préfecture de ce monsieur. Donc, il faut qu'on arrive vraiment à dissocier les choses, à simplifier les choses, à décentraliser, à déresponsabiliser un tout petit peu quand même. Il ne faut pas que le président de la République, que ce soit lui qui doit nommer le ministre, qui doit nommer son directeur de cabinet, qui doit aimer même le petit directeur ou sous-directeur quelque part. Mais non, on ne va pas y arriver. Il faut que chacun, en toute sincérité et dans une démarche républicaine, ait une portion de pouvoir et que les choix soient faits sur la base des compétences intrinsèques de chacun et non pas parce que il tape tam-tam pour moi ou non. C'est important ça. Il y a un volet que tu avais aussi abordé tout à l'heure sur lequel je voudrais revenir, c'est la corruption. Je me souviens par exemple d'une interview de Muntaga Keita qui avait dit qu'il est parti pour certains de ses projets dans certains ministères. Les responsables qui étaient censés lui fournir ces dossiers voulaient avoir des parts dans son entreprise. Donc, quelque part, finalement, même pour quelqu'un qui vient en tant qu'entrepreneur, parce que généralement, qu'est-ce qu'on reproche à la diaspora? On dit, au lieu de venir vouloir travailler dans le gouvernement, venez alors avec des projets. Mais généralement, les projets sont bloqués. Tu vois, quand tu viens avec des projets ambitieux, il y a des directeurs qui mettent les pieds sur les projets là. Et regarde par exemple la situation de Confabo, la femme qui avait lancé sa marque de téléphone en Guinée. L'État a commandé ce téléphone, plus d'1 million de dollars, et elle a attendu 2 ans pour avoir un remboursement. Est-ce qu'on peut dire qu'elle n'avait pas la volonté? Elle a quitté l'Espagne, ses études, pour venir lancer son entreprise. Et c'est l'État qui l'a mise en faillite. Donc finalement, il y a une contradiction. L'État qui est censé subventionner les activités des entrepreneurs pour garantir quelque part les emplois, c'est l'État finalement qui brise les rêves des entrepreneurs. Donc, et ça, sans parler du fait que certains se font voler carrément leur projet. C'est-à-dire, tu viens, tu présentes ton projet au ministre, et sauf que c'est super sympathique. Derrière toi, c'est filé à quelqu'un d'autre et qui installe ce projet et qu'on accompagne à ton détriment. Est-ce que toi, de ce que tu as remarqué de ton vécu, ton expérience personnelle, à travers ton parcours au Maroc ou en France, tu penses qu'il y a suffisamment de communication, de liens établis entre les Guinéens de l'étranger, notamment l'élite guinéenne qui vit finalement à l'étranger? Oui, je pense qu'au Maroc, il y a un modèle quand même de cohésion à travers la SEGIM et même l'autre là, plus africain. Sésame, la Sésame. La Sésame, effectivement. La Sésame et la SEGIM, c'est pour les étudiants. Oui, donc, tout à fait. Quand on rentre dans le monde professionnel, finalement, on est exclu. Après, il y a la ASEGIM, tu sais, qui est mis en place. Ça, c'est notamment ASEGIM des professionnels. Ah ouais. Donc, okay. ASEGIM pour ceux qui... Donc, toi, notamment, si tu le souhaites, par exemple, quand tu rentres en Guinée aujourd'hui, il y a cette association-là d'anciens boursiers. Donc, au Maroc, je pense qu'on y arrive plus ou moins. Mais quand on quitte le Maroc, tu sais, ici, ça se comprend un peu. En Europe, les gens ont beaucoup moins de temps qu'en Afrique. Tu sais, entre la vie professionnelle et la vie personnelle, généralement, après, on se retrouve avec pratiquement pas de temps. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les associations guinéennes de France, c'est plus des associations d'ambiance. Donc, pour la tabaski, pour inviter une star. En fait, ce ne sont pas souvent des hubs en fait, d'idées, des associations où vraiment on porte des projets un peu comme les Maliens. Je sais qu'ils sont très, très unis, notamment les Soninké, où chaque année, par exemple, ils ont le projet d'électrifier un village, d'apporter de l'eau dans un autre, etc. Donc les Guinéens, je pense, doivent s'en inspirer et pour avoir beaucoup plus d'impact, parce que la diaspora malienne est beaucoup plus influente au Mali que la diaspora guinéenne ne l'est en Guinée, parce que chacun fait un peu les choses à son niveau. C'est pas groupé. Et est-ce que tu penses que si à un moment donné la diaspora guinéenne se mettait ensemble,
ça pourrait avoir plus d'impact, même dans les décisions politiques. On pourrait par exemple venir s'adresser directement aux dirigeants pour demander des comptes ou alors exiger des changements. Ça pourrait même permettre aussi d'injecter pas mal de profils intéressants de la diaspora directement dans le système, sans forcément passer par les magouilles et la corruption. Est-ce que tu penses que ça, c'est une possibilité? Oui, je le pense. Tu sais, la diaspora, c'est tout d'abord une caisse à résonance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Généralement, lorsqu'il y a un problème en Guinée, un problème institutionnel ou même une dictature, la diaspora peut être vraiment une porte, en fait, une voix pour tous ceux qui sont en Guinée, qui ne peuvent pas forcément venir ici en France, par exemple. La diaspora, si elle est bien ensemble, elle est dépolitisée, elle ne veut que l'intérêt, par exemple, du pays, cette diaspora peut être une force ici pour déstabiliser cette dictature qui est en Guinée. C'est la diaspora guinéenne aux États-Unis, pareil, etc. Donc, en soi, c'est d'abord une force politique. Hein. C'est une force politique, c'est une force internationale, mais vraiment qu'on minimise parfois. Mais au-delà de tout ça, c'est une force économique. En fait, si tu sais la part de la diaspora dans la consommation quotidienne des Guinéens, et tu comprendras vraiment que qu'ils ont beaucoup d'impact. Mais est-il que une idée, si elle n'est pas portée quand même par une dynamique, par un certain nombre de personnes engagées, etc., elle n'aura pas trop de force. Donc, la diaspora guinéenne n'est pas impactante. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas suffisamment unie. Et souvent, si elle est unie, elle est fragile. Parce qu'il suffit qu'un groupe reçoive en cachette un petit pot de vin quelque part, le combat est relâché. Moi, je sais, par exemple, à l'époque, ici, j'ai été échangé directement avec un responsable politique ici qui m'a dit, Monsieur Cissé, pour te dire la vérité, il est difficile de se battre pour la Guinée. Parce que ce qui se passe, les premiers jours, tu vas voir, vous êtes très très nombreux, ils sont tous là, ils veulent que... Mais dès lors que l'argent commence à faire son travail, tu vois les gens disparaître. Donc ça veut dire, les gens ne sont pas portés par la conviction. Généralement, ils viennent pour un intérêt, pour avoir peut-être une visibilité, et après s'en servir pour d'autres schémas. Donc finalement, la même mentalité qu'il y a au pays est exportée même dans les pays occidentaux à travers la diaspora guinéenne. C'est les mêmes, tu sais. On dit à Malinké, tu ne peux pas couper ton ancienne tête pour en mettre une nouvelle. C'est la même tête. En fait, si tu n'étais pas très sérieux appliqué en Guinée, quand tu viens en France, la tâche devient encore plus facile pour ne pas être sérieux. Parce que, voilà, ici, assez souvent, tu as une certaine liberté, personne n'est là pour te dire c'est comme ci, c'est comme ça. Si vraiment tu n'as pas une tête suffisamment bien faite pour prendre toi-même les bonnes décisions, de part et d'autre, tu peux bien y aller, quoi. Et est-ce que tu penses que quelque part aussi, la fragilité de ce lien-là entre les différentes communautés qui composent la diaspora à travers les pays européens, par exemple, est-ce que tu penses que ça prend source finalement au pays? Parce qu'au pays, déjà, on sait que le tissu social est très fragile. Généralement, il y a des problèmes ethniques. Est-ce que tu penses que cela est aussi exporté en quelque sorte par la diaspora dans les pays où il se trouve finalement? Ah, je le pense, hein. Je le pense, absolument. Je pense que les gens, ils ont parfois du mal à se débarrasser de leurs préjugés, voilà, de ce à quoi ils ont été habitués en Guinée, comme quoi eux ils sont comme ça, eux ils sont ainsi. Et une fois là, ce n'est pas tout le monde qui met à jour son logiciel. Et malheureusement, ça se poursuit. Ça fait que les uns sont méfiants vis-à-vis des autres et ça n'aide pas. Pauvre Guinée, espérons que tout ça, ça va aller. Absolument.